Les réseaux de neurones récurrents, souvent appelés RNN pour Recurrent Neural Networks, sont un type de réseau de neurones capable de traiter, que ce soit en entrée ou en sortie, des séquences. Ça peut être des séquences de mots pour avoir des phrases ou des séquences de sons pour pouvoir traiter de l'audio. Alors essentiellement, on va le voir, un réseau de neurones récurrent, c'est un réseau de neurones classique qu'on va appeler plusieurs fois de suite dans le temps et dont la sortie à un instant t constitue une partie de l'entrée de l'instant t plus 1. Pour visualiser un tel réseau de neurones, on va commencer par représenter la première entrée qu'il reçoit, qui est un vecteur qu'on va noter x1. Donc x1 peut représenter un mot ou un son qu'on aurait préalablement transformé en un vecteur. Et ce vecteur, on va l'associer avec un état de départ h0, donc qui est aussi un vecteur, pour obtenir l'état au pas de temps 1, qu'on appelle h1. Alors pourquoi h? Eh bien parce que en fait ça vient de hidden, donc caché, et h représente l'état de notre réseau de neurones récurrents, état qui va évoluer dans le temps au fur et à mesure que de nouvelles entrées arrivent. Alors pourquoi cet état il est caché? Eh bien c'est exactement la même chose qu'avec les réseaux de neurones classiques. On a la couche d'entrée, les couches cachées et la couche de sortie. Mais ici c'est un peu pareil, l'entrée eh bien c'est x1, la sortie on va pouvoir la calculer à partir de h1, on va l'appeler y1. Et bien, ce qui se trouve entre les deux, eh bien, c'est l'état qui est caché. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va maintenant pouvoir recevoir le deuxième vecteur de la séquence d'entrée, qu'on va bien naturellement appeler x2. Et en fait, là, on va le traiter de la même façon que x1, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec le dernier état caché du réseau, h1, pour pouvoir obtenir le nouvel état caché, h2. Et là encore, on peut calculer une sortie y2 et ensuite passer donc au pas de temps numéro 3 pour enchaîner donc avec l'entrée x3, le calcul de h3 et pourquoi pas le calcul de la sortie y3, et ça on peut bien le continuer dans le temps. Alors voilà assez grossièrement comment fonctionne un réseau de neurones récurrent. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails pour voir comment sont calculés les états cachés ainsi que les sorties, les YT. Alors commençons par les états cachés avec par exemple H1. Donc la méthode la plus simple c'est d'utiliser deux matrices WE et WH, donc une pour l'entrée WE et une autre pour l'état caché WH. Et en fait on va calculer H1 qui va valoir donc F de WH fois H0 plus WE fois X1. Donc en fait on va multiplier le dernier état caché, donc ici H0, par la matrice associée à l'état caché WH, et de la même façon avec l'entrée x1 que l'on va multiplier avec la matrice associée à l'entrée WE, et on va donner tout cela à une fonction f qui est une fonction d'activation qui permet d'ajouter de la non-linéarité dans le réseau, comme on l'a fait pour les réseaux de neurones classiques. Et donc on obtient bien H1 qui est un vecteur, tant qu'on prend WH et WE de la bonne taille, c'est-à-dire pour WH on va vouloir avoir une matrice qui est de taille NH par NH, où NH est la taille des vecteurs cachés, donc HT, qui est un hyperparamètre que l'on choisit, et pour WE il faudra une matrice de taille NH par N, où N cette fois c'est la taille des entrées XT. Alors en fait, utiliser une seule multiplication de matrice revient à utiliser un réseau de neurones avec une seule couche, puisque dans un réseau de neurones classique, passer d'une couche à l'autre se fait avec une multiplication par une matrice. Alors bien sûr qu'on pourrait complexifier le calcul et utiliser plusieurs matrices pour pouvoir avoir un réseau de neurones à plusieurs couches. Et donc ce calcul de H1, on va le reprendre pour H2 et plus généralement pour HT avec les mêmes matrices de poids WE et WH. Donc celle-ci elle ne change pas durant toute l'exécution. Et donc on aura HT qui vaut F de WH fois l'activation à T-1 H de T-1 plus WE fois XT. Donc on voit bien l'idée d'utiliser un seul réseau de neurones caractérisé par les poids WH et WE qu'on va appeler plusieurs fois de suite dans le temps. Pour le calcul des sorties, cela va dépendre de l'utilisation que l'on fait du réseau. En effet, on va pouvoir par exemple l'utiliser en ce qu'on appelle sequence to sequence et donc produire en sortie une séquence. L'exemple typique, c'est celui de la tâche de traduction. Les XT, donc la séquence d'entrée, représentent la phrase écrite en la langue source et les YT, la séquence de sortie, correspond à la phrase traduite dans la nouvelle langue. Et donc, dans ce cas de séquence to séquence, on va pouvoir, par exemple, calculer Y1 en multipliant H1 par une matrice WS, donc la matrice qui va être associée à la sortie. Et donc, de même pour Y2, Y3, etc., on va les multiplier par cette même matrice WS, ce qui va bien nous donner en sortie une séquence. Alors, un autre exemple d'utilisation, c'est celui de la classification. Par exemple, prédire si une phrase est positive ou négative.
Donc là, on ne va calculer la sortie qu'une fois que le réseau a vu passer toute la phrase. Et cette sortie, on va l'obtenir donc toujours grâce à une matrice de sortie WS. Et cette fois, comme il s'agit d'une classification binaire, on va utiliser la fonction sigmoid. Pour ce qui est de l'entraînement de ces modèles, on utilise toujours la rétropropagation des gradients, le fameux backprop, et on parle souvent de backprop dans le temps, puisque les gradients vont en quelque sorte remonter le temps, c'est-à-dire aller dans le sens inverse de ce schéma. Donc on va remonter de la sortie vers les entrées, donc on va partir du temps final pour remonter jusqu'à t égale 1. Les RNN ont été par le passé très utilisés avec quelques accommodations en plus pour les rendre plus robustes. Ils peuvent notamment servir pour faire de la reconnaissance vocale. Donc là, la séquence d'entrée, ça va être l'audio capté, et la séquence de sortie, ça va être la traduction, la transcription qui correspond à ce son. Et on peut également les employer en tant que modèle de langage. Oui, c'est le même algorithme qui se cache derrière ChatGPT. Cependant, leur côté séquentiel ne permet pas d'utiliser pleinement le potentiel de calcul des cartes GPU qui permettent de faire des calculs en parallèle, vu que là on voit bien que le calcul du temps à t égale 2 nécessite d'abord d'avoir fait le calcul à t égale 1, donc il y a vraiment ce côté séquentiel qui empêche tout calcul parallèle. Et c'est pour ça qu'une nouvelle architecture de réseau de neurones a vu le jour, le transformer, qui est dans le principe assez similaire au RNN, mais qui laisse la possibilité d'effectuer des calculs en parallèle. Et ça, on en parle dans la vidéo du transformer en dessin.